soit je chuchote. Je vais essayer de parler. Ça va venir. Cette... Est-ce que si je chuchote, vous m'entendez? Bon, on va chuchoter. Ça va faire intime. Alors, en cette fin de matinée consacrée à Jean-Jacques Dupeyroux, je voudrais vous faire part de choses plus personnelles, parce qu'on est à la croisée des chemins entre le prof et la personne qu'on a connue. Et donc, nos enfants appelleraient ça la séquence émotion. Et moi, j'ai été très ému, parce que j'avais subi à Sciences Po une conférence qui m'a marqué à vie. Marie-Thérèse Join-Lambert était ma maître de conférence. Et déjà là, c'était mal parti. Parce que quand on connaît Marie-Thérèse Join-Lambert, je pense que nous sommes très nombreux ici à la connaître, un jeune étudiant qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui croise Marie-Thérèse Join-Lambert, il commence à comprendre ce qu'il va en faire. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, je suis rentré par équivalence à Paris 2. Par équivalence. Et en l'espèce, au programme de L3, il y avait un cours, et Morane va encore me regarder avec des yeux, avec des pics, qui est quand même moins rigolo que le droit pénal, s'appelait droit de la sécurité sociale. Voilà, les choses sont dites. Et j'avoue qu'avec mes 900 camarades, quand on a vu droit de la sécurité sociale, on s'est donné rendez-vous 10 minutes après le début du cours au Luco pour faire des choses enfin intéressantes. Eh bien, le cours Jacques Dupeyroux a duré 2 heures. Personne n'est sorti. Personne, pendant 2 heures. Et on a été littéralement éblouis. Enfin, un prof qui professe. Un prof qui parle sans notes. Un prof qui croit à ce qu'il dit. Un prof qui ne décrit pas. On sait lire en L3, Paris 2. Un prof qui cherche à nous faire comprendre la matière. Avec une vision politique, une vision économique, une vision comparative. Ça a été un choc. Et ce choc ne s'est pas démenti par la suite, évidemment, parce que nous sommes ici nombreux à l'avoir eu comme prof, et je crois qu'aucun d'entre nous ne peut dire, quelle que soit l'opinion, et on va dire de manière diplomatique, les discussions très franches qu'on a eues avec Jean-Jacques, parfois très très franches, extrêmement franches, eh bien, il nous a marqué à vie, et en ce qui me concerne, eh bien, 1 an après Jacques Dupeyroux, j'ai croisé le chemin de Gérard Lioncan. Ma vie a changé. Jean-Jacques Dupeyroux en licence, Gérard Lioncan en maîtrise. Ces 2 maîtres m'ont appris la liberté. C'est ça un maître, ça apprend la liberté de penser. Je leur dois tout. Rassurez-vous, dans les 5 minutes qui me restent, ou 6 minutes, je vais vous faire un plan en 2 parties. Et je ne commencerai pas par le prof Dupeyroux. Je commencerai par l'homme d'action. Parce que je crois que c'est un peu facile, quand on est professeur d'université, de surplomber la société du haut de la montagne Sainte-Geneviève et de décider que ça c'est bien et que ça c'est pas bien. Et en l'espèce, vous savez, c'est le débat Peggy sur Kant, etc. C'est beau d'avoir les mains blanches. Encore faut-il avoir des mains. Et c'est pour ça que mon admiration pour Dupeyroux, et là c'est vraiment un private joke pour les plus de 60 ans, il faut dire qu'avec Dupeyroux, j'avais des accointances très fortes. Est-ce que vous voyez pourquoi? C'est que j'étais un fan de Frédéric Dard et de San Antonio. Et quand j'avais vu que Frédéric Dard, on dirait le Frédéric Dard, non, Frédéric Dard c'est une star mondiale, avait dédicacé non pas 1 San Antonio, 3 San Antonio. Quelqu'un à qui Frédéric Dard dédicace 3 San Antonio, c'est forcément quelqu'un de bien. Voilà. Donc j'avais un a priori très favorable.
Mais Jean-Jacques a travaillé au cabinet de Robert Boulin. Et puis surtout, et là, rassurez-vous, Madame la Présidente, nous arrivons au sujet, rassurez-vous, c'est qu'il était médiateur dans des conflits, et certains ici, je pense à Gilles Bélier, l'ont été, et on sait qu'il y a des conflits qui sont possibles, faisables, et des conflits, on se dit, mais comment va-t-on sortir de ce truc-là? Et Jean-Jacques Dupeyroux s'est occupé en 2 mois successifs de 2 conflits absolument majeurs, le Citroën mai 82 et Talbot juin 82. Je ne suis pas sûr que parmi les professeurs de droit, beaucoup seraient partants pour se rendre à Aulnay, alors que les syndicalistes et la DRH ne se parlent plus, et que pour organiser les conférences, pour éviter qu'on en vienne à se taper dessus, on a 6 salles différentes avec 6 caméras vidéo. C'est une programmation un petit peu difficile pour dire, bon ben voilà, je vais arriver et je vais trouver une... Il refuse de se revoir, il refuse de se serrer la main. Jean-Jacques Dupeyroux était nommé le 22 mai, il a fait sa recommandation le 26 mai. Elle a été acceptée par les 2 parties. Et là, je suis déjà dans mon grand 2, mais le 1 n'est pas fini, craignez-le. C'est que Jean-Jacques Dupeyroux, vous avez très bien vu que derrière les revendications, c'est pour ça qu'on était ébloui. Un conflit collectif, c'est la revendication sur les salaires, sur les conditions de travail, mais qu'est-ce qu'avait très bien vu Jean-Jacques? C'est derrière ça une revendication de dignité. Et donc sa première phase d'expérimentation, ça a été, on va créer une commission qui réfléchira sur les limites de la subordination, les libertés de l'entreprise. Il avait dépassé le premier fait. Talbot, je crois que c'était l'ACME, incident entre grévistes, non-grévistes, 41 blessés, dont 8 graves, 4 semaines de grève, 10 000 non-grévistes, 7 000 grévistes. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Avec des descentes à Paris, des manifs et des blessés graves. Eh bien, donc là, je pense que nous sommes nombreux ici à avoir bénéficié, par exemple, d'un déjeuner avenue du Maine. Eh bien, Jean-Jacques Dupeyroux a fait cette médiation avec les responsables politiques et le cabinet du ministre, bien sûr, et André Saint-Jean, certains se rappellent bien sûr, avenue du Maine, et c'est avenue du Maine que Saint-Jean a dit on y va, et que le conflit a été terminé. En un mot, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les universitaires qui mettent les mains dans la glaise sociale. Et puis, bien sûr, on en vient maintenant à l'universitaire. C'est le grand 2, parce que je vois que l'heure tourne et que, évidemment, je vais me faire gronder par la présidente, ce qui est parfaitement normal. Ce qui m'a intéressé dans les articles écrits par Jean-Jacques Dupeyroux, c'est que beaucoup sont consacrés à 2 thèmes que je vais essayer de relier, et Raphaël l'a fait, c'est licenciement, conflit collectif. C'est les 2 sujets, je crois, d'élection de Jean-Jacques Dupeyroux. Alors ceux qui me connaissent savent que j'ai fait une thèse sur la grève, et donc la grève est une partie de ma vie, sous la direction de Gérard Lioncan. Et la grève, c'est très spécial. C'est aussi pour ça que je l'ai pris comme... C'est un rapport de droit et un rapport de force. Collectif. Pas individuel, collectif. Deuxièmement, c'est une suspension très brève dans un rapport de subordination. À 10h31, il est subordonné. À 10h32, il n'est plus subordonné. À 11h34, il redevient subordonné. La fragilité du gréviste. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'unique article que je vais vous citer. C'est une question que je pose volontiers, nous sommes nombreux ici à faire passer des concours. Et vous savez, parfois on a un cours de questions, un grand oral. Et donc, quand le président vous regardez le président, il faut dire, bon, il faut que j'en trouve une. Bon. Et dans les hauts concours de la fonction publique, madame, monsieur, quels sont à votre avis les critères d'une démocratie? Alors, je vous passerai la liste des âneries que j'ai entendues. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, je vous propose une grille d'analyse. Quels sont les pays du monde qui, en 2021, sont de véritables démocraties? Je vous propose un critère qui se révèle extrêmement discriminatoire. C'est le droit de grève. Non pas inscrit dans la Constitution, mais le droit de grève réellement exercé et réellement protégé.
Et ça n'en fait pas beaucoup dans le monde. C'est pour ça que je vais vous parler d'un article qui m'a beaucoup plu, parce que vous savez que Jean-Jacques savait être facétieux. Et donc, dans un article du Monde du 28 juin 77, il disait, le droit de 77, le droit de grève protège-t-il les grévistes? Et il disait, c'est un droit qui est constitutionnel apparemment, mais si un gréviste est licencié, il ne retrouvera jamais son travail. Mais j'avoue que j'étais étudiant à cette époque-là, et quand j'ai vu son article, le droit de grève en Pologne, 3 petits points, mais en France, point d'interrogation, je me suis dit, j'aurais dû le trouver. Parce que rappelez-vous, là c'est la séquence pour OK Boomer. Rappelez-vous l'état des jeunes Français dans les années 80. En Pologne, un jeune moustachu met en grève les chantiers de Gdansk. Et le moustachu fait l'objet de répressions diverses. Et autour de moi, à Paris 1 en particulier, tout le monde disait « mais alors, c'est polonais, mais vraiment, on s'en sortira jamais, la répression ». Et qu'est-ce qu'a dit Jean-Jacques Dupeyroux? Ben oui, Lech Walesa a eu plein de misère, il s'est fait foutre à la porte, et en France. Et je vous rappelle que Dupeyroux, suite au conflit Talbot, a suivi les licenciés de Talbot. Et le 31 mai 82, eh bien, la Cour de cassation a indiqué qu'il n'y aurait pas réintégration des salariés de Talbot. Et on ne peut pas reprocher à la Cour de cassation d'être juge du droit. Mettons les choses au point. Mais j'ai suivi de près le vote de la loi de 85 par lequel je terminerai. Grosso modo, après l'arrêt Talbot, il était entendu, et c'est là que j'insiste énormément sur ce rapport de force tout à fait particulier qui est un rapport de force d'un conflit collectif. Je traduis d'un point de vue économique ce que dit l'arrêt Talbot. Je suis chef d'entreprise, une grève me coûte des sommes astronomiques. D'accord? Astronomiques. Je consulte mon juriste en droit social, et ce que je vais vous dire n'est pas très politiquement correct. C'est ce qu'on appelle la gestion économique des risques juridiques. Mais figurez-vous que ça existe. Et donc je lui dis, tu sors d'une excellente fac, Paris 1, Paris 2, tout va bien. Donc tu vas me dire, je veux arrêter la grève, ça me coûte trop cher. Si je licenciais les 6 meneurs, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, avant la loi de 85, on prenait une calculette. On disait, j'insiste, si les meneurs ne sont pas délégués qu'un statut de droit pénal, mais des leaders de grève non protégés par le statut de délégué, et ça existe aussi. Eh bien, Roger, il a quelle ancienneté? Il a 8 ans d'ancienneté, donc défaut de cause réelle sérieuse égale 8 mois. Je fais mon calcul, je licencie les 7 meneurs non délégués, j'en ai pour 70 mois de salaire. À ma gauche, 70 mois de salaire. Ce que j'espère évidemment, c'est que le licenciement aboutira à l'arrêt de la grève, tellement c'est troublant d'avoir des gens qui se font dégager, d'accord? 70 mois, et la moindre grève, c'est des milliers de mois de salaire. Et c'est là où Jacques Dupeyroux nous a ramené un peu sur terre. Dans notre profession, les universitaires en particulier, les libertés fondamentales sont partout. Et on dit les libertés fondamentales, elles n'ont pas de prix, mais en termes de gestion économique des risques juridiques, elles ont un coût provisionnable. Alors c'est pour ça qu'est né l'article de Dupeyroux, a été cité plusieurs fois en commission et lors du débat. C'est pour ça que la loi de juillet 85 a modifié le code en disant, et là il y a eu 35 ans entre on ne peut pas licencier un gréviste sauf faute lourde, et la loi de 85 qui dit, si je licencie un gréviste, le licenciement est nul de plein droit. De plein droit. C'est vous dire la portée et surtout la compréhension très fine. En clair, il ne s'agit pas seulement de réparation par équivalent, il s'agit de dire à l'employeur, nous sommes dans un rapport de force collectif. Si tu licencies un gréviste parce que gréviste, si le juge des référés fait le job, faisons un rêve, le gréviste sera accompagné par ses camarades et réintégré à son poste dans les jours qui suivent.
Est-ce que je peux me payer ce rapport de force collectif? En un mot, derrière la réintégration, ce n'est pas la sanction qui est visée, c'est la prévention qui est visée, comme souvent en droit du travail. Alors évidemment, aujourd'hui, Jean-Jacques Dupeyroux écrirait dans Le Monde un article est-ce que les Uber ont le droit de grève? Mieux, est-ce qu'un télétravailleur dans sa cuisine peut mener un conflit collectif avec sa collègue dans sa cuisine? Jean-Jacques, tu nous manques.